Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Bonjour à toutes et à tous. Petit intermède avant votre épisode, d'abord pour vous remercier d'écouter Veto Micro. Vous êtes au rendez-vous le vendredi et même un peu au-delà de nos prévisions, donc merci. Pour faire subsister un podcast au sens économique du terme, on a besoin d'audience et donc par conséquent, on a besoin de vous. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour nous aider. D'abord, vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. Ensuite, vous pouvez aussi lui mettre 5 étoiles. Alors parfois, il faut chercher un peu, mais on finit par trouver. Ensuite, vous pouvez liker et partager sur les réseaux sociaux à partir de notre page Facebook, de notre page LinkedIn ou de notre compte Instagram. Vous pouvez aussi partager les épisodes que vous aimez par SMS par exemple ou bien sur les groupes Facebook vétérinaires. Alors, il faut savoir que les invités eux-mêmes n'osent pas se mettre en avant en partageant leur propre épisode. Donc, faites-le pour eux. Vous pouvez aussi en parler autour de vous. Le bouche à oreille, ça marche très bien. Voilà, vraiment, on compte sur vous pour nous aider en passant le mot. On vous donne la parole avec bonheur, alors s'il vous plaît, passez le mot pour nous. Merci à tous. Et maintenant, place à l'invité du jour. Bonjour Clémence. Bonjour Marine. Ça va ? Oui, ça va. Alors j'aime bien mettre un petit peu de contexte quand j'ai la chance de pouvoir faire les enregistrements des podcasts en présentiel. On est chez toi, dans ta belle maison, dans la campagne mayonnaise. Et c'est la fin de journée, on est en été au moment où les journées sont très longues et on profite de cette fin de jour au calme pendant que ton fils est couché. Donc c'est vraiment un moment agréable pour faire cette interview. Alors je vais te présenter Clémence si tu me permets. Toi tu es sortie d'Alfort en 2013. Tu as ensuite prolongé ton cursus par un internat en pathologie du bétail. Puis tu as décidé de partir pour ton premier poste dans une clinique mixte en Mayenne. Le poste avait la particularité d'être un poste en 100% rural. Finalement, alors que c'est pas ta région d'origine, puisque tu es originaire du Pas-de-Calais, tu décides de t'installer vraiment là-bas et de t'y associer. Dans un contexte que tu nous raconteras par la suite, puisqu'en fait il y a des restructurations qui se font au sein de la clinique et vous scindez en deux les clientèles canines et rurales, tu nous expliqueras ça. Et parallèlement à ça, c'est une autre partie de l'histoire qui m'intéressait dans cette interview. Tu mènes un combat contre l'infertilité avec un parcours de PMA qui se soldera par la naissance d'un petit garçon qui dort profondément à cette heure-ci. Enfin, oui, il y a eu un petit peu de mal ce soir à le coucher. Et je me suis beaucoup demandé, quand on en discutait il y a quelques années, comment tu avais fait pour gérer, dans ce temps qui était relativement long, toute cette charge mentale professionnelle liée à cette association et toute la partie émotionnelle qui concernait ton parcours de PMA. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de faire cette interview parce que je suis persuadée que ton témoignage aujourd'hui et ton retour d'expérience là-dessus peut être intéressant, inspirant ou porteur de solutions pour nos consoeurs et confrères. Donc voilà, je suis hyper contente que tu aies accepté d'en parler à mon micro et je te remercie par avance. Je suis hyper contente. Merci Marine de m'avoir invitée. T'es prête, on y va ? C'est parti. Alors moi j'aime bien commencer par le début de l'histoire. Est-ce que, donc de ton histoire de Veto, est-ce que toi, Veto, c'était vu comme une vocation au départ ? Oui, vraiment vu comme ça et je ne me souviens pas d'avoir voulu faire autre chose. Alors à chaque fois que l'on dit ce genre de choses quand on est véto, on trouve que ça fait ultra cliché, mais enfin pour moi c'est vraiment la vocation de petite fille. Entre ce que je voulais faire quand j'étais toute petite et la vision du métier très idéalisée où globalement je voulais
soigner des animaux. Ma vision du métier, elle s'est un petit peu, elle a forcément changé durant mon cursus scolaire à l'école, et probablement que ce que je fais aujourd'hui est assez loin de ce que j'imaginais quand j'étais enfant, mais n'empêche que j'ai réussi à, je suis vétérinaire et je suis hyper contente de l'être. Et t'en as jamais démordu de... Non, je me souviens pas, et d'ailleurs je me souviens même que en prépa, c'était assez anxiogène parce que j'avais pas de plan B, et c'était un peu difficile pour moi de me dire si je l'ai pas, en fait, je l'ai pas, exactement. Oui. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, voilà. Et c'était anxiogène, et puis finalement, la vie a fait que je suis devenue vétérinaire, très bien, mais que j'ai davantage confiance en mes capacités de rebond, et que je me dis que j'aurais certainement trouvé quelque chose d'autre à faire qui aurait été très agréable. Mais ça, c'est aujourd'hui avec un peu plus de recul. Voilà. Et du coup, t'es pas issu du milieu agricole, enfin tes parents ne travaillent pas dans le milieu agricole. Et comment cette envie et cet amour de la rurale arrive finalement lors de ton cursus vétérinaire? Au départ, pas du tout effectivement issu du milieu agricole. Par contre, grandi en zone périurbaine, mais vraiment de petites villes de 4-5 000 habitants, donc vraiment pas de l'urbanisme à outrance, quand même à la campagne. Passionnée par l'équitation, pour continuer bien dans le cliché comme il faut. Ah bah non, parce que tu choisis la rurale, pas l'équine. Oui, in fine, c'est pas cliché, mais au départ, quand même un petit peu. Un gros attrait pour l'extérieur. Et je sais assez rapidement que, enfin, ce qui me bloquait dans la canine, c'était vraiment le fait d'être enfermé dans un cabinet, dans une pièce toute la journée. Ça, c'était quelque chose. Je sais très rapidement que c'était pas pour moi. En fait, j'avais un trop gros besoin. Et quand tu dis très rapidement, t'es à peu près à quel stade de ton cursus? Avant même de rentrer à l'école, je savais que je ne serais pas vétérinaire canin. Enfin, c'était à peu près certain. Par contre, rural, équine rural, je ne savais pas. Je découvre vraiment le monde de l'élevage en 3e. J'ai pas de révélation particulière. Je sais juste que la vie du véto de campagne, comme je la voyais avec mes yeux de 3e qui bouge de ferme en ferme, ça me semblait être un truc qui pouvait être fait pour moi. Donc je continue. Et puis j'arrive à l'école. Et là, première année, un monde s'ouvre à moi, puisque je ne connaissais, je pense sincèrement que je n'avais même jamais vu une vache se faire traire avant d'arriver à l'école, très honnêtement. Donc, un monde s'ouvre à moi, et je commence à m'intéresser au monde de l'élevage. Et très vite, ce qui m'anime, c'est le sentiment de faire partie d'une filière avec une utilité particulière et une nécessité de faire manger les gens, enfin avec quelque chose de très noble, enfin dans cette filière lait ou viande, un sentiment vraiment un petit peu d'utilité publique. Alors ça fait peut-être un petit peu enfin, tu trouves du sens là-dedans? Ouais, exactement. Ouais. J'ai trouvé du sens là-dedans. Et ça m'a parlé en fait. Enfin, je m'y retrouvais bien finalement. En plus, enfin voilà, on était dehors, ça avait du sens. C'était au contact des animaux, parce que il y a de ça aussi, je pense, quand on est vétérinaire. Et ça, je l'ai su qu'après, mais c'était surtout au contact des gens. Et finalement, aujourd'hui, je crois que c'est ce qui me plaît le plus dans mon métier. Et du coup, après, une fois que tu as ton diplôme en poche, en fait, tu décides même de continuer, ce qui est pas forcément au courant. Donc, tu fais un internat en pathologie du bétail. Ce choix-là, il est fait en fonction de quoi? Plusieurs équations, certains paramètres moins glorieux que d'autres. Globalement, je pense que ce qui motive mon choix, c'est d'en savoir un peu plus, d'approfondir mes connaissances en un petit peu me challengeant au contact des étudiants, puisque en internat de pathologie du bétail à Alfort, on a vraiment une mission d'encadrement qui est assez présente. Donc que le fait d'enseigner, de transmettre t'attirait complètement. Et aussi, je me suis dit que ça allait me faire du bien, parce que ça allait
tout un tas de questions que je me posais, on allait me les poser et j'aurais une bonne raison d'aller chercher les réponses. Et en ça, je voyais un chemin vers davantage de confiance en soi et davantage d'aplomb pour pouvoir affronter le monde, la vie active, exactement. Et donc ça, c'était la raison un peu noble, entre guillemets. La raison un peu moins noble, c'est que j'avais vraiment beaucoup de mal à ne plus être étudiante, que dans ma tête, le switch n'était pas encore fait et que j'avais bien envie encore d'en profiter une petite année supplémentaire. Donc t'as beaucoup aimé tes études, genre j'en déduis qu'en fait t'as beaucoup aimé tes études et que finalement faire un an de plus sur le campus d'Alfort, c'était aussi quelque chose qui te plaisait. Ouais, complètement. Ok. Et finalement, après, tu arrives dans la vie active, donc c'est le moment de chercher ton premier boulot. Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves en Mayenne ? Un concours de circonstances. Mon idée première était d'aller exercer dans le Charolais. J'y avais fait pas mal de stages et j'aimais cette région. J'aimais le contact à l'allaitant, l'obstétrique. Alexis, mon mari, à cette époque-là, cherchait du travail également dans sa filière qui est la filière bois et ne trouvait absolument pas on va dans le bassin charolais. Et le seul endroit où il y avait des postes pour lui à cette époque-là, c'était dans le Grand Ouest. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu les annonces dans le Grand Ouest parce que bon, avec Alex, on est ensemble depuis le lycée et ça commençait à faire quelques années où on n'habitait pas ensemble et il commençait à devenir urgent. Enfin, on avait un sentiment d'urgence en tout cas. Il fallait qu'on habite ensemble. Exactement. Et donc je cherche dans le Grand Ouest et je tombe sur mais c'était même pas une annonce en fait. Je reçois un email parce que en 5e année nous avions visité la Mayenne avec notre groupe d'étudiants en rural. Et on avait fait, en fait, sur une semaine, le tour des cabinets mayennais. C'est un partenariat qui existe encore aujourd'hui entre l'école d'Alfort et le GTV 53, donc le GTV mayennais. Aujourd'hui, ce partenariat est étendu à toutes les écoles vétérinaires. Et en fait, on accueille donc une semaine les étudiants vétos qui le souhaitent, plutôt de 5e année ou de 4e année, mais plutôt en fin de cursus scolaire, pour leur faire visiter la Mayenne et leur faire visiter les cabinets. Et à la suite de cette semaine, les vétos des cabinets mayennais avaient conservé nos mails. Et donc, quand un poste s'est libéré, j'avais reçu en fait un email. Et la particularité de là où j'ai commencé et là où j'ai continué d'exercer, c'est que c'est autant allaitant que laitier. Et ça, il y avait quelque chose qui me plaisait plutôt bien. Donc déjà, il y avait un peu d'allaitance qui me faisait... Est-ce que tu cherchais un poste en rural pur ou est-ce que de la mixte, ça aurait pu te convenir ? J'avoue que rural pur était un vrai avantage. Après, s'il avait fallu faire un peu de mixte, j'en aurais fait. Je suis pas du tout de nature fermée, donc je me serais adaptée, il y a aucun problème, mais c'était quand même un vrai plus d'avoir que de la rurale. Donc là, ça coche, sur le papier, ça coche pas mal de cases finalement. Sur le papier, ça coche pas mal de cases, c'est-à-dire que je fais 50% quand même un peu d'allaitant, pas toute la journée et je fais du laitier, et puis en fait, il s'avère que j'adore ça aussi. Et puis, on est dans l'Ouest, Alexis trouve du travail, 100% rural. C'est un bon début. Un bon début. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu découvres finalement dans ce premier poste ? Est-ce que c'est conforme à tes attentes ? Je sais pas répondre bien à cette question parce que je sais pas. En fait, en vrai, je me suis jamais vraiment posé la question de ce que j'attendais. En tout cas, la vie que je mène à ce moment-là ressemble à celle que j'ai imaginée, quoi. C'est la vie de vétérinaire rural. Donc, tu te prends pas à ce mur que décrivent certains vétérinaires ? Non. Je ne m'en souviens pas. Je me souviens C'est bien de le dire parce qu'en fait il y a des vétérinaires qui ne vivent pas ça et c'est bien aussi, et c'est bien de dire qu'il y en a qui le vivent mais qu'il y en a qui le vivent pas et qui se prennent pas ce mur et qui sont en adéquation avec finalement ce qu'ils attendaient. Ce qui est plutôt ton cas. Ouais, complètement. Je me souviens pas de ça, je me souviens de la peur au ventre de ne pas savoir faire telle ou telle chose. Je me souviens de mon impatience à vouloir acquérir peut-être des gestes techniques et que ça n'arrive pas tout de suite et qu'il faut persévérer et que ça m'énerve parce que ça n'arrive pas tout de suite. Et voilà, ça, je me souviens vraiment de mes débuts. Mais je me souviens pas
à un moment m'être dit c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, quoi. Et je crois qu'à ce moment-là, je me laisse aussi un peu surprendre. Enfin, en fait, j'ai un peu l'impression, mais je regarde peut-être aussi le passé avec angélisme, mais j'ai un peu l'impression que j'ai les yeux grands ouverts et que je découvre, quoi. Et que je m'imprègne et que je cherche déjà un petit peu à vouloir faire mon trou. Enfin, c'est-à-dire, je suis pas quelqu'un qui aime le changement et je sais assez rapidement que je me plais bien ici et que j'ai envie d'y rester. Et du coup, ça te fait te dire que peut-être tu aurais envie de t'y associer. Comment ça vient, cette idée de s'associer? Ça vient, pour ma part, il y a vraiment eu 2 facteurs. Il y a l'équipe avec laquelle tu bosses tous les jours, le fait de rencontrer les bonnes personnes, et dans un premier temps surtout la bonne personne, parce que je pense que tout mon parcours s'est aussi bien passé parce que j'ai eu beaucoup de bienveillance autour de moi, et que cette bienveillance, je la dois énormément à Hélène, ma collègue, qui est aussi mon associée aujourd'hui. Il y a une vraie relation de complémentarité et de complicité qui s'installe assez rapidement et qui nourrit énormément notre quotidien, qui nourrit énormément notre pratique. Et quand on est 2, on est plus fort et on va plus loin, quoi. Et puis après, quand on est 3 ou 4 ou 5, c'est encore mieux, avec des challenges nouveaux. Mais donc, dans un premier temps, je rencontre Hélène, puis je rencontre Fred. Et là, il y a une envie de construire ensemble. Il y a une envie de construire en fait. ensemble, exactement. Et puis, l'autre valence, c'est une clientèle qui est là, qui a une très bonne relation avec ces vétérinaires de par le passé de la clientèle, donc grâce à Pierre et puis à tous les autres vétos qui étaient là avant moi. Et il y a une confiance quand même avec pas mal d'éleveurs et on sent une possibilité de développer, quoi. On sent une possibilité de travailler ensemble et d'avancer vers autre chose, enfin de passer d'une médecine plus traditionnelle à peut-être davantage de pathologie collective, voire de conseils. Et ça, pour moi, c'était un petit peu quand même, enfin, c'est ce qu'on nous enseigne à l'école, qu'il faut aujourd'hui passer de la médecine individuelle à la médecine collective. Donc, c'est quelque chose de laquelle on est vachement imprégné. Et donc, ça cochait un peu les cases, c'est-à-dire qu'on sent qu'on peut développer. Et en plus, on a l'équipe autour pour. Alors, ça n'a pas été aussi simple que ça, puisque l'association, elle a été extrêmement tumultueuse. Oui. Donc, en fait, donc on était salariés puis collaborateurs dans un premier temps, salariés dans un premier temps, puis collaborateurs dans un second temps, d'une structure mixte où il y avait 3 associés. Sur ces 3 associés, il y avait un couple et Pierre, une autre personne, et il s'avère que Pierre, à 60 ans, tombe très rapidement malade et doit cesser d'exercer la profession de vétérinaire, et que du coup le cabinet continue d'être dirigé donc par ce couple qui finit par divorcer au bout de quelques mois. Et donc on s'est empêtré dans un conflit entre associés, entre des personnes qui divorçaient, donc forcément une situation compliquée. Mais vous vous retrouvez dans une espèce de magma inextricable entre des problèmes personnels, des problèmes de santé et vous, une envie d'avancer professionnellement, et vous vous retrouvez un peu tous au pied du mur avec pas forcément les mêmes attentes à court terme, si je comprends bien. C'est exactement ça, c'est très bien résumé, et pas les mêmes attentes, et puis pas beaucoup de solutions face à nous, quoi. Donc là, plusieurs choix, partir ou rester. Ça fait que 2 choix d'ailleurs. Et partir, sachant que vous avez acheté une maison, ton mari travaille dans la région et vous vous y plaisez. Donc il y a quand même tout ça qui entre en ligne de compte, j'imagine. Et j'ai une équipe dont j'ai la sensation que je la retrouverai jamais ailleurs. D'accord. Sincèrement. Et un petit peu aussi cette sensation avec la clientèle. Mais sensation qui est biaisée, je pense, parce que
voilà, je suis quelqu'un parce que tu aimes ta clientèle. Parce que j'aime ouais, la clientèle et parce que j'aime pas tellement le changement. Donc, je pense que quand c'est comme ça, on se convainc bien qu'il faut pas trop changer, quoi. Donc, cette option de partir, elle t'apparaît, mais finalement, tu t'arrêtes, tu l'exclus assez rapidement. Je l'exclus assez rapidement, ouais. Je me dis, je vais tenir un petit peu, puis on va voir ce que ça donne. Donc, on persévère. Et puis finalement, on s'aperçoit que la en solution, termes de temps, on est sur quel timing? Globalement, je commence en 2013. En 2014, Pierre tombe malade et on ne s'associera qu'en 2020. Oui, d'accord. Donc, c'est très long. C'est une longue période. C'est beaucoup d'énergie quand même. Ça a été beaucoup d'énergie. Avec des moments plus ou moins difficiles, mais une solidarité complètement folle qui nous a tenus et portés jusqu'à l'association. Donc à la fin, vous finissez par trouver un arrangement. En 2018, donc les deux associés qui étaient en couple trouvent un arrangement. Donc Pierre, à ce moment-là, sort de la société. Une personne garde la canine et l'autre personne garde la rurale. Et donc, à ce moment-là, on décide de séparer les deux structures physiquement. Et donc, on devient une structure 100% rurale à côté d'une structure 100% canine. Et ça, c'est quand même assez rare. Alors, est-ce que tu sais combien vous êtes de structures 100% rurales en France? Pas du tout. Alors, j'ai eu l'occasion, il y a pas très longtemps, de rencontrer une autre personne qui est à la tête aussi d'une structure 100% rurale et c'était hyper sympa d'échanger. Mais donc, je ne sais pas du tout. Et je suppose que vous avez fait un business plan. Et est-ce que tu peux nous parler de cette partie économique, du coup? Ouais, je peux te parler de cette partie économique. Alors, on dit souvent, parce que je te dis ça parce qu'on dit souvent que dans les structures mixtes, c'est la canine qui, quelque part, porte un peu la rurale. Je suppose que tu as sûrement des bémols ou des nuances à apporter à ça. Alors, on n'a pas pris un risque fou dans le sens où la compta, elle était... En fait, historiquement, la canine et la rurale étaient déjà séparées. C'est-à-dire que les praticiens qui faisaient de la canine n'étaient pas les mêmes que les praticiens qui faisaient de la rurale. Donc, il n'y avait pas de praticien mixte. Aucun praticien mixte et garde séparée. D'accord. Donc, on avait la possibilité de faire une compta analytique. Et donc, on avait 4-5 compta analytiques derrière nous. Donc, de quoi vous projeter. De quoi nous projeter et qui nous rassurait sur le fait que, oui, la rurale était complètement rentable, quoi. Il n'y avait pas de souci. C'est-à-dire que ça faisait vivre 4 vétos temps plein et que tout le monde était payé à la fin du mois et que, a priori, l'entreprise continuait de tourner, donc pas de problème en soi. Évidemment, par contre, les questions que l'on s'est vite posées, c'est très bien, cela est encore possible, mais est-ce que ça sera encore possible dans l'avenir? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, en tant que veto rural, de continuer de vivre de notre rural? Est-ce que l'agriculture, entre guillemets, va tenir le coup? Est-ce que l'élevage va tenir le coup? Et on est convaincu que oui, et on a pris le pari puisque en 2020 on finit par trouver un accord avec le cédant et qui passe quand même par un rapport de force où il a quand même fallu prendre beaucoup de distance et finalement tout à l'heure tu me demandais si partir avait été une option. Autant au début elle ne l'est pas. Autant tu t'uses à la fin. Autant à la fin tu t'uses. Ouais. Et là, elle devient une option. Et finalement, c'est quand elle devient une option et que l'option, que le cédant considère cette option, c'est-à-dire qu'il a eu nos lettres de démission. Et là, il a considéré l'option et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a enfin pu trouver un terrain d'entente. D'accord. Et donc, je pense que tout ce cheminement qui a été extrêmement long a été nécessaire pour aussi nous convaincre que oui, peut-être que partir finalement était une option. Mais il fallait, j'avais l'impression d'avoir besoin d'avoir joué toutes mes cartes, quoi. Enfin, d'avoir essayé d'épuiser toutes les stratégies. Je vois ce que tu veux dire. Et puis, in fine, au bout d'un moment, eh bien, ouais, on prend la décision de dire on tente le tout pour le tout. De toute façon, ça passe ou ça casse, mais ça peut plus continuer. Donc, on envisage de partir et puis ça passe.
Et tu parlais tout à l'heure du coup de cette agriculture de demain. Je sais que tu es hyper investi dans le conseil, dans le fait de penser que le vétérinaire rural est un des maillons essentiels de l'agriculture plus durable et de l'agriculture de demain. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça se traduit dans ton quotidien ? Dans notre quotidien, ça se traduit déjà par une philosophie qui est partagée par nous trois et nos salariés et collaborateurs. C'est une philosophie de proactivité. Donc on est jamais à rien faire. On est toujours en train d'essayer de rebondir, de chercher, de répondre aux questions, de créer du besoin aussi un petit peu. Et une philosophie aussi d'écoute et d'accompagnement énormément. Et donc ça se traduit par en pratique, il n'y a aucun acte anodin. Enfin, tout ce qu'on fait tous les jours, on essaye de le convertir en conseil plus collectif. C'est-à-dire que un exemple hyper classique de la fièvre de lait, on parle immédiatement de nutrition de la vache tarie, sur de la pathologie de veau, de la diarrhée de veau. On va forcément faire de l'analyse, essayer d'étudier les facteurs de risque, le colostrum. Et donc, en fait, on essaye tout le temps, tout ce que nous amène le quotidien, en quelque sorte, nous nourrit. Et nous, on essaye de rebondir là-dessus et de créer toujours davantage de relations avec l'éleveur en essayant de lui donner les meilleurs conseils possibles. Et ça se traduit aussi par des activités un peu plus classiques de suivi repro ou de suivi global, de parage, d'audit de traite. Enfin, on essaye vraiment d'être sur tous les fronts. On est tous un petit peu spécialisés dans un domaine particulier. Donc, et on essaye de rester de se former énormément, de lire, d'ouvrir nos oreilles sur ce qui se fait ailleurs dans notre domaine d'activité, afin de rester le plus compétent possible. Et on est vraiment convaincu que le vétérinaire a sa carte à jouer dans la santé animale et plus largement dans le bien-être animal. Et que moi je vois l'élevage comme un petit peu un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus il va y avoir de bien-être animal, donc de santé, et c'est à ce moment-là qu'on intervient, plus l'éleveur va avoir un outil rentable, puisque des vaches qui se sentent bien vont produire davantage, plus on aura de rentabilité, plus on aura des possibilités d'investir dans le bien-être animal. Et quelque part, on boucle la boucle. Et en plus de ça, on a un éleveur qui est de plus en plus content de travailler et qui sent qu'il s'inscrit dans quelque chose de positif, dans une dynamique qui va à l'encontre de l'agribashing et d'avoir quelqu'un qui est fier de son travail. Et je pense que nous, Veto, on a cette carte à jouer dans aider les éleveurs à redevenir fiers de leur travail et en leur montrant que finalement, le bien-être animal, c'est un mot hyper galvaudé. Et c'est que des toutes petites choses que la plupart des éleveurs font déjà. Et qu'on peut faire et qu'on peut leur montrer, ou en tout cas, leur montrer, c'est bien prétentieux, mais en tout cas, les aider à faire un tout petit peu mieux. Et puis, clac, on engage quelque chose. Et naturellement, il y a une confiance qui se crée. Et puis, on peut avancer ensemble. Je pense sincèrement que le relationnel aujourd'hui, c'est la plus grosse partie de notre travail, d'obtenir cette confiance pour pouvoir avancer. Et c'est hyper intéressant ce que tu exprimes là, parce que c'est une vision assez optimiste et porteuse de solutions en fait pour l'agriculture de demain, qui va un petit peu à l'encontre de la sinistrose habituelle. Et je trouve ça bien aussi de le dire à la nouvelle génération de vétérinaires que finalement on fait partie de ce monde de demain et on peut agir dessus et travailler avec les éleveurs. Donc je trouve ça vraiment positif en fait, et c'est pas toujours le cas. Et c'est vraiment le message qui me tient hyper à cœur. C'est vraiment ça que je veux faire passer. C'est ce qu'on essaye de montrer à nos stagiaires quand ils passent, c'est que oui, c'est possible, et c'est possible de se sentir acteur d'une agriculture meilleure en étant vétérinaire rural aujourd'hui.
Et du coup, à contrario, par rapport aux vétérinaires canins qui vont avoir une charge compassionnelle importante sur les euthanasies, vous devez voir aussi des choses pas très drôles parce que le milieu agricole va pas toujours au mieux. Comment vous gérez toute cette partie de charge compassionnelle dans votre quotidien? Elle est extrêmement difficile. C'est très difficile, notamment quand on a des situations d'impayés, de réussir à se dire ok, là la chose d'urgence c'est qu'il me paye parce que je suis une entreprise et que l'argent doit rentrer. Surtout quand on est une jeune entreprise qui vient d'être créée avec de la trésorerie qui n'est pas encore bien installée. Donc il y a vraiment on a des impératifs et donc ce qu'on essaye de faire c'est de prioriser, c'est-à-dire d'essayer de se dire ok, l'éleveur c'est hyper important, il faut pas le brusquer, on va trouver des solutions ensemble. Mais c'est pas une raison pour, par exemple, ne pas réclamer l'argent. Donc, de trouver la solution pour le faire de la façon la plus douce possible ou la façon la plus compréhensive possible, mais d'engager la discussion et afin de trouver des solutions qui peuvent être, échelonner les paiements ou payer les médicaments comptants au comptoir, par exemple. Enfin bref, on a tout un petit panel de solutions. Et ensuite, quand on voit des situations qui s'engluent, on se demande si l'éleveur va s'en sortir et où l'on voit que les animaux commencent à en pâtir, parce que souvent quand il y a de la maltraitance, socialement il y a quelque chose autour de ça qui fait que toi en tant que véto, t'as plus les manettes et c'est plus toi qui va gérer le problème. Là on a des structures départementales qui s'appellent les CDO. Alors il faudrait que je te retrouve exactement ce que veut dire l'acronyme car je ne m'en souviens plus, mais je le mettrai dans les commentaires, je regarderai. Globalement, ça marche avec la DSV, avec la caisse de prévoyance et de retraite agricole, le vétérinaire DGTV. Bref, il y a une espèce de cellule de crise qui se réunit plusieurs fois par an où nous, en tant que vétérinaire praticien, on peut avoir fait remonter un dossier et où donc les gens qui sont au courant du dossier vont discuter entre eux pour essayer de trouver des solutions. Voilà, donc il y a des petites choses qui existent en département. Et après, on a vraiment un besoin de formation aussi à détecter les situations compliquées, les cas. Le suicide aujourd'hui dans la profession agricole, c'est quelque chose. La profession éleveur, c'est une vraie réalité. Et c'est vrai qu'il y a des fois où on quitte la ferme en se disant ok, est-ce que je passe à côté de quelque chose ou est-ce que je passe pas à côté de quelque chose? Est-ce que demain il sera toujours là ou pas? C'est la réalité du terrain. Et effectivement, si on était davantage formé à la détection de ces signaux, peut-être qu'on se sentirait un petit peu mieux, mais je pense pas que ce soit qu'une histoire de formation. Je pense qu'à partir du moment où on est un petit peu humain et où on a un peu de compassion et d'empathie, c'est forcément des sujets qui nous traversent l'esprit à différents moments de notre vie professionnelle, quoi. Ouais, donc c'est quelque chose qui pèse quand même dans ton quotidien et qui est pas toujours facile à gérer. Tu composes avec en fait. Je compose avec. J'accepte qu'elle en fasse partie, mais effectivement, il y a des moments où j'ai de l'inquiétude et des doutes. D'accord. Alors, je voudrais qu'on revienne sur la période où tu t'associes pour parler d'un autre sujet. Donc, tu es dans cette période assez tumultueuse que tu nous as décrit tout à l'heure de l'association. Et parallèlement à ça, comme souvent dans la tranche 30-40 ans où on est un peu sur tous les fronts, vous décidez de vous lancer dans le fait de fonder une famille. Et ça se passe pas comme tu veux. Et tu te retrouves à gérer finalement cette problématique-là en même temps que ton boulot quotidien et que ce problème d'association. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et comment tu encaisses tout ça? Alors, ce qui se passe, c'est que d'une nature profondément optimiste et puis grâce à la chance que j'ai eue depuis que je suis gamine, à savoir d'être dans une famille aimante, d'être à peu près bien câblée et de marcher bien à l'école. Enfin, globalement, je passe de quelque chose où tout me réussit à d'un seul coup, mon monde s'effondre parce que je ne réussis pas, justement. Je ne réussis pas à avoir un enfant. Et donc là, c'est la douche froide. A posteriori, je l'identifie vraiment comme le moment où je
quitte l'insouciance. Enfin, pour moi, ça a vraiment été, c'est très marquant. Ce qui arrive souvent après la naissance de l'enfant. Ouais, là c'était avant. C'est vraiment, je passe d'un état un petit peu de sentiment où rien n'est impossible, qui était vraiment l'état d'esprit dans lequel j'étais après mes études, une dynamique très positive, ah oui, ok, donc en fait tout ce que t'as imaginé ne va peut-être pas se passer comme tu l'as imaginé. Et donc là, il faut rebondir. Donc évidemment, le rebond n'arrive pas en 2 jours. Hein. C'est un long cheminement. C'est des heures de larmes, des heures d'incompréhension, de pourquoi moi, de colère. Et puis, pour survivre à tout ça, il faut se mettre. Enfin, en tout cas, ça a été ma solution. Ça a été de passer à l'action. Donc finalement, comment je réussis à gérer les 2 de front? Je pense qu'en fait, le fait d'être très très occupée par une association qui venait pas m'a rendu un immense service, parce que ça m'empêchait de penser en fait à autre chose. Et puis j'avais une énergie. T'aurais pu aussi te retrouver à l'inverse, complètement submergée par le fait de penser aux 2 choses et de finir en burn-out. Ouais, ça a plutôt été un moteur. Ça a vraiment plutôt été. J'ai l'impression que, avec le petit recul que j'en ai, puisque c'était il y a 3-4 ans, mais j'ai l'impression qu'à ce moment-là, c'est salvateur de pouvoir me lancer à fond dans autre chose. Il y avait ce projet d'association et essayer de s'en dépatouiller par tous les moyens, essayer de créer du service au cabinet, de travailler en équipe. Tout ça m'animait profondément et finalement me faisait un petit peu moins penser à mon personnel, à mon quotidien. Est-ce que le fait d'avoir les mains dans la repro tous les jours, dans les vélages, tu fais complètement, tu scindes complètement les 2 dans ta tête et pour toi ça n'a pas de rapport, ou est-ce que ça te remet devant cette problématique personnelle? Une vraie problématique, ce que tu soulèves, parce que arrive le parcours de PMA avec les différents examens, avec ce que cela implique en termes de manipulation, d'examen, d'échographie. C'est très très lourd. Et on te dit très rapidement que plus tu vas lâcher prise, moins tu vas penser, plus ça réussira. Alors c'est une magnifique injonction. Hein. Depuis j'ai rencontré d'autres personnes qui sont passées par ce parcours. Je ne connais personne qui est capable de ne pas y penser. C'est tellement invasif qu'on ne peut pas ne pas y penser. On peut éventuellement lâcher prise sur la finalité, c'est-à-dire se dire on essaye et puis advienne que pourra, mais on ne peut pas s'arrêter d'y penser que tous les jours on est en parcours PMA. Et ça, c'était complètement augmenté par le fait de tous les jours parler d'hormones, parler d'ovaires, regarder des corps jaunes, des tailles de follicules, prédire un moment d'ovulation, estimer des chances que ça réussisse ou pas. Effectivement, il y a des fois où c'était très presque intrusif en fait finalement. Ouais, complètement. Et puis je me souviens d'être dans le parcours juste avant la ponction ovocytaire, donc on doit aller faire des échographies très régulièrement. Ces échographies, elles sont par rapport à là au mois où j'habite. J'allais à Rennes, donc il y avait 1 heure de route aller, 1 heure de route de retour. C'est une vraie logistique. Il y a une vraie logistique, une vraie fatigue. Il y a les gardes à gérer en plus de tout Bien ça. sûr. Donc c'était vraiment un petit parcours du combattant. Et je me souviens de cet écho, de ce que te dit le gynéco. Et puis toi, hop, tu changes de casquette dans la voiture et puis t'essayes de passer à autre chose, mais finalement t'es parti faire la même chose que venait de faire le gynéco, c'est-à-dire mesurer des tailles de follicules et te dire que elle est peut-être en chaleur ou pas, la vache. Voilà. Effectivement, c'était un petit peu ça ne m'a absolument pas aidé à mettre les choses à distance. Et du coup, tu évoques cette partie logistique. Professionnellement, quand on doit faire ce type de trajet, faire tous ces examens, comment tu fais? Est-ce que tu en parles à tes patrons à l'époque ou c'était pas j'étais plus salariée, j'étais collaboratrice. D'accord. Mais est-ce que tu en parles du coup à tes collègues, on va dire? Oui. Alors, je pense que déjà c'est complètement dans ma nature.
C'est-à-dire que il y a pas de tabou. Il y a pas de tabou et je suis très communicante. Donc la question pour moi, elle se pose même pas. Je pense, et je suis même pas sûre que je demande à Alexis, mon mari, s'il y voit un inconvénient. Mais encore une fois, je suis même pas certaine de lui avoir demandé la permission. Et j'en parle. Mais j'en parle. Et tu te retrouves face à des gens qui l'accueillent comment? Avec une profonde tristesse pour moi et à la fois une envie de m'aider, quoi. Donc beaucoup de bienveillance. Beaucoup de bienveillance. Dans cette équipe très forte que tu décris. Tout à fait. Un vrai soutien, des oreilles, des épaules, des arrangements, va faire ton écho, si t'es de garde, on prendra ta garde à partir de 7h si tu dois y aller. Enfin, il y a la force de l'équipe et du collectif. Il n'y a jamais eu, en tout cas, j'ai pas de souvenir que ça aurait pu poser problème, sincèrement. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Ouais, c'est un point positif. Et puis après, ça transforme dans l'aventure d'un couple en aventure finalement de tout un cercle autour de toi qui souhaite la même chose que toi, à savoir que tu y arrives, et ça laisse des souvenirs d'annonce de ma grossesse complètement incroyables, très précisément en tête tous ces souvenirs, et c'est hyper doux de se les remémorer. Et puis c'est là où on voit toute la difficulté, alors en particulier dans ce genre de parcours, mais de scinder notre vie pro et notre vie privée. Enfin, moi, je suis convaincue que c'est impossible, en tout cas pour moi, mais aussi dans notre métier qui est tellement astreignant. Je veux dire, quand on est à la maison et qu'on a le téléphone qui sonne et qu'il faut aller faire un vélage, on est bien dans notre espace privé, et pourtant c'est le travail qui surgit. Et toute cette ironie du sort va jusqu'à une anecdote que j'ai vraiment envie de vous partager, qui est juste pour recontextualiser, le jour où j'accouche, globalement, on a posé nos démissions quelques semaines avant, en fait. Donc, je suis en congé maternité. Les deux périodes se chevauchent complètement. Ouais, je suis en congé maternité, j'ai posé une lettre de démission, tout va bien, je ne sais pas ce qui va se passer par la suite, mais j'attends. De toute façon, quand on est enceinte jusqu'au cou, il n'y a plus que ça à faire, d'attendre, a priori. Et puis donc me voilà à la maternité, et puis j'accouche, et on est lundi 20 octobre, il doit être 13h, quelque chose comme ça. Je reviens dans ma chambre après avoir repris un petit peu mes esprits, et là je prends mon téléphone et je vois 4 appels en absence d'Hélène, mon associée. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc je prends mon téléphone pour l'appeler, pour lui annoncer la bonne nouvelle que nous sommes parents. Et en fait, elle me laisse pas parler. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fous? T'as pas regardé tes mails? Non. Enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Il a accepté notre proposition. On va pouvoir enfin avancer. On va pouvoir, c'est ok. Ah bon? Je voulais t'annoncer aussi que, Louison était née. Voilà. Et c'est, pour moi, c'est vraiment ce jour extraordinaire. Cette conclusion de ce mélange de vie privée, vie pro, de parcours difficile, et finalement cette conclusion que, et j'y tiens, et je pense pas que ça soit utopique, mais tout est possible, quoi. Faut juste s'accrocher très 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 fort. Et du coup, ce petit bébé miracle fait à présent partie de votre vie. Les parents qui ont attendu ces enfants-là peut-être un peu plus que les autres parents, on dit que c'est peut-être parfois plus difficile de reprendre le travail. Toi, tu envisages les choses comment après ce congé maternité? Encore une fois, j'ai pas de projection toute faite. Enfin, la seule chose que je sais, c'est qu'il me semble qu'il m'est impossible de ne pas travailler. C'est-à-dire que j'envisage pas de... T'as envie de reprendre le travail à un moment donné? Ou t'es dans cette ambivalence de se dire j'ai envie d'être avec lui et à la fois il faut que je retourne travailler? J'ai pas vécu un postpartum extrêmement plaisant. J'ai un petit garçon qui avait un important reflux gastro-œsophagien, donc qui a beaucoup pleuré, beaucoup de fatigue, et puis je trouve pas mes marques à la maison, quoi. Enfin, je l'aime de tout mon cœur, j'ai envie de passer du temps avec lui, mais je tourne en rond et je m'ennuie, en fait. Je m'ennuie très très vite.
très très. On est beaucoup comme ça. Très vite. Et j'arrive pas à profiter de l'instant, j'arrive pas à profiter du fait d'avoir un tout petit bébé avec moi et de me dire que c'est des moments doux et complètement uniques parce que a posteriori 20 mois plus tard, bien effectivement, sûr, ça va très vite. Ça va très vite. Et donc finalement toutes les démarches administratives à ce moment-là qui se mettent en branle pour pouvoir finir de racheter cette clientèle me maintiennent un petit peu à flot, enfin c'est-à-dire que elle me donne un petit peu de choses à faire et c'est pas plus mal. Et très rapidement je sens que j'ai envie de retourner travailler, donc ça se fait finalement assez pas une transition assez douce et ça se fait naturellement. C'est assez naturel. Alors je ne dis pas que je n'ai pas pleuré toutes les larmes de mon corps le jour où Louison a fait sa première journée à la MAM, parce que c'est cette ambivalence, cette envie de travailler et cette culpabilité à outrance de laisser son enfant là où on entend tout le temps que les 100 jours, enfin tout le postpartum, enfin que c'est hyper important, que ça doit on a beaucoup d'injonctions quand on est une jeune maman qui travaille, on a toujours un petit peu l'impression qu'on va abandonner son enfant, et puis finalement on trouve des personnes bienveillantes en face de nous. On a une super mam dans notre tout petit bled de 500 âmes, et ouais, Louison a fait son comment on dit, son adaptation. Il devait avoir 6 semaines, et puis à 2 mois et demi j'étais partie au boulot. Pour ton deuxième bébé, du coup, puisque tu devenais chef d'entreprise. Ouais, exactement, pour mon deuxième bébé, parce que je venais de faire chef d'entreprise avec un morceau de cerveau en moins, parce que j'étais quand même encore bien fatiguée et pas à 100%. Et alors ça a été une grosse frustration. Ça a mis beaucoup de temps à ce que je me ressente pleinement à 100% dans mon travail. Enfin, j'ai vraiment eu 4 ou 5 mois de réadaptation. J'avais l'impression de pas réussir à gérer tous les sujets. Enfin, en fait, je pense avec le recul qu'il fallait simplement qu'il y ait une routine qui se recrée, que tout le monde trouve ses marques, que dans l'entreprise, on crée une entreprise. Donc, on passait de collaborateur à chef d'entreprise avec tout un nouveau panel de sujets à découvrir et à traiter. Et ben ouais, il fallait juste un petit peu de temps, mais ça, c'est mon impatience naturelle qui fait que ça m'a profondément frustrée, quoi. Et parallèlement à ça, je sais que tu as allaité assez longtemps Louison. Comment tu as réussi à continuer cet allaitement en revenant au travail, en travaillant, en te déplaçant, en allant chez les clients? Alors j'ai encore une fois la chance d'avoir une Hélène dans ma vie qui avant moi avait allaité. Je sais pas si Hélène écoutera ce podcast, mais c'est une déclaration d'amour. Ouais, je crois qu'elle le savait déjà que je l'aimais très fort, mais qui a allaité longtemps, et du coup qui a été, c'est pareil, c'est hyper précieux en fait d'avoir des modèles comme ça à nos côtés. Et donc je me suis pas posé la question de savoir si c'était possible ou pas. Oui, ça l'était, elle l'avait fait, donc pourquoi pas moi. Enfin, en tout cas, ça ouvrait un champ de possibles. Et ensuite, j'ai vraiment eu un allaitement qui s'est hyper bien passé. Et je suis pas très pudique, et ce qui fait que je n'avais aucune gêne à tirer mon lait au bureau en continuant de discuter de la journée avec mes collègues. Mais après, qui rend les choses finalement assez simples et naturelles pour tout le monde. Enfin... Ouais, mais non, voilà. Enfin, effectivement, et c'était, pour moi très naturel, et j'ai l'impression que pour mes collègues aussi. Enfin, en tout cas, j'ai jamais eu le sentiment de déranger ou d'offusquer les gens. Ou après, encore une fois, je leur ai rien imposé. Il y a toujours eu beaucoup de dialogue autour de tout ça et beaucoup de discussions avec. Je leur ai demandé la permission, savoir s'ils voulaient que je m'isole ou pas. Enfin, voilà, c'était vraiment en toute bienveillance. Et après, je tirais aussi pas mal mon lait entre 2 visites dans la voiture. Donc, on a des tire-laits complètement extraordinaires maintenant. Qui permettent de faire ça un peu partout, tout le temps. Alors, sur la partie maternité, j'ai une dernière question. Tu m'as dit un jour que la maternité avait changé la vision que tu avais des jeunes parents vétérinaires au travail. Est-ce que tu te souviens pourquoi? Oui, je suppose que oui. Je me souviens de remarques que parfois je me faisais en discutant avec d'autres vétos, et le fait que j'avais une espèce
d'exigence envers le travail. Cette proactivité, parfois, elle est à outrance et elle nécessite d'être toujours un petit peu sur le qui-vive. Et des fois, je reprochais, plutôt intérieurement, enfin en tout cas c'est des réflexions que je me faisais, que comment c'est possible qu'on soit pas toujours à fond comme ça. Enfin, quand on aime ce qu'on fait, c'est normal d'être à fond. Et en fait, je me suis aperçue que c'est tout bonnement, quand on est jeune parent, pas possible d'être à fond parce qu'on a la tête complètement chargée par des milliers d'autres choses et qu'on a un monde qui s'ouvre devant nous. Et c'est pas grave parce que c'est temporaire, mais... Et c'est pas grave parce que c'est temporaire. Et en fait, c'est même pas que c'est pas grave, c'est qu'en fait, c'est extraordinaire parce que ça nous fait découvrir plein d'autres facettes de notre personnalité. Ça nous fait découvrir notre capacité d'adaptation, de résilience, de rebond. Enfin, je sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas, voilà, quand on dort mal, quand on a des enfants qui sont malades à répétition, et ben finalement on s'aperçoit, et je parle avec un tout petit recul pour le moment, mais on s'aperçoit qu'en fait on a toujours trouvé une solution. Et en fait cette période où on n'est pas à fond, elle est nécessaire. C'est pas grave parce que c'est temporaire, mais en plus elle est bénéfique parce que on se redécouvre autrement. Enfin maintenant je puise plein de choses dans ma maternité entre guillemets et que je mets au service du professionnel en fait. Et je suis d'accord, on le dit pas assez en fait. On apprend tellement de choses par la parentalité. Bien sûr. Et en fait, c'est hyper bénéfique pour la partie professionnelle, pour peu qu'on accepte de le voir sous un autre angle. Tout à fait. La patience en numéro 1 par exemple. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. C'est extraordinaire. Alors j'ai une question subsidiaire sur un autre sujet. Vous, les vétérinaires mixtes et ruraux, vous êtes vraiment des warriors. Hein. Je sais ce que je dis, je vis avec un vétérinaire mixte. Moi, j'ai une profonde admiration pour votre travail. Je pense que je suis pas la seule. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, il y a un antagonisme entre peut-être l'admiration et la façon dont on peut vous voir la société, les éleveurs, certains vétérinaires, et la manière dont vous voyez vous, où parfois on a l'impression d'une espèce de d'évaluation ou mais nous on est des vétos-bouses en fait, on est un peu voilà le bas-fond des vétos. Est-ce que tu sais pourquoi les choses sont comme ça pour beaucoup d'entre vous? Parce que j'ai l'impression que avant tout être vétérinaire c'est faire de la médecine individuelle et que finalement quand on est vétérinaire rural, la médecine individuelle, on est assez limité dans l'exploration de nos cas, dans la possibilité, par exemple, pour une vache qui a une patte cassée, on euthanasie, on fait pas de plâtre, on fait pas de chirurgie, on fait pas, donc il y a quelque chose, étant donné que c'est une filière économique où il faut rester économiquement rentable, il y a quelque chose d'assez limitant finalement. Mais ça, c'est si on voit ça du côté individuel de la chose, parce que derrière chaque cas individuel, il y a tellement une dimension collective. Et c'est là où, en fait, on a toute notre carte à jouer et où le veto-boost doit plus jamais se dévaluer. C'est-à-dire que on a une vision 360 de l'élevage et on est un des seuls intervenants à avoir cette vision 360 et à être capable de trouver des solutions à beaucoup de problèmes et en sortant de notre zone de confort qui est purement le sanitaire, puisqu'on va aller toucher de l'alimentaire, de la zootechnie, du sanitaire évidemment, de la communication éleveur, bref, on a tout un tas de compétences et il est temps de croire en nos compétences en fait et de se sentir réellement à notre place et pas juste le reliquat de la médecine vétérinaire. Et ensuite, ça me fait sourire parce que je raconte cette petite anecdote à nos auditrices et auditeurs, c'est que quand je t'ai proposé de faire ce podcast, tu as écouté d'abord d'autres confrères et consoeurs et tu m'as dit mais moi je suis pas sûre en fait que mon histoire elle est intéressante et je pense que c'est pas le cas parce que ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble et moi je me suis pas ennuyée une seule seconde et t'es pas la seule parce que en fait j'ai à peu près une personne sur 2 qui me dit ça, donc c'est aussi caractéristique de tous les vétérinaires. Mais évidemment, je pense qu'on en a la preuve là que vous faites quelque chose d'intéressant, quelque chose qui se projette aussi vers l'avenir. Ce que j'ai voulu te dire, c'est plus que
je ne trouve pas que moi, en tant que vétérinaire rural, je sois plus exceptionnelle que les autres. Par contre, je trouve que tous les vétérinaires ruraux sont exceptionnels. Ce n'est pas pareil. Non, et ça, faut le dire, évidemment. Bon, c'est une belle conclusion. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être pour les plus jeunes vétérinaires qui sont pas encore sortis et qui seraient tentés par la rurale? Croyez en vous et foncez. Bon, mais c'est parfait comme conclusion. Merci infiniment Clémence, j'ai passé un super moment, je suis sûre que nos auditeurs aussi. J'ai appris plein de choses et merci beaucoup. Merci Marine et merci de nous donner la parole et de la libérer, c'est très très sympa. Avec grand plaisir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.